Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à ce panel d'ouverture de la troisième édition de Cinévert. Cinévert qui s'installe cette année encore en ligne en raison des mesures sanitaires en vigueur. Donc la discussion, bonsoir à ceux qui nous écoutaient en direct, elle est diffusée sur la page Facebook de Cinévert ainsi que de plusieurs organismes, Suco et Funambule Média, qui sont les instigateurs du festival, ainsi que Tank, une plateforme québécoise qui se consacre au cinéma documentaire d'auteur, et la Maison du développement durable, qui sont tous les deux partenaires de l'événement. Avant de commencer, on souhaite prendre un moment pour souligner, reconnaître que nos activités ont été organisées et se déroulent malgré la tenue virtuelle de l'événement en territoire autochtone non cédé. Donc, la discussion de ce soir porte sur une question qui nous habite de plus en plus depuis quelques années, une question qui est difficile à prononcer, tant elle est lourde de sens et lourde de conséquences. C'est de la fin du monde, ou peut-être plutôt de la fin du monde tel qu'on le connaît, qu'on se propose de discuter ce soir, en marge de la diffusion du long-métrage documentaire « Une fois que tu sais » d'Emmanuel Caplin, qui est présenté cette semaine en ouverture du festival. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir le film, il est disponible depuis hier sur Tank, T-E-N-K. Vous aurez le lien dans les commentaires en bas et il est disponible jusqu'à vendredi, gratuitement. Donc, on vous invite à aller le voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous montre la bande-annonce pour vous donner envie. Pour ceux qui l'ont vu, ça nous le remet en mémoire avant de lancer la discussion. C'est parti, la bande-annonce. 40 years ago, I presented a question. How can global society organize itself to provide a just, peaceful, equitable, decent living for its people? 40 years ago, it was still theoretically possible to slow things down, and now that's no longer possible. It means that we are coming into a period of uncontrolled decline. Comment réduire, je dirais, notre façon de vivre? On ne sortira jamais de ce problème sans vision. Sans vision, c'est le chaos qui réglera la situation. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers contraint. People will give up adapting where they live and simply leave. It'll happen even more in future. The result's going to be an immense human tragedy. We failed now. We are now talking about tomorrow. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Collectivement. Do anything with people, you gotta understand how we work on the inside. You know, I sit across from my daughter every day and I worry about her future, and that is an incredible motivator for me. We are fighting for your children! We are fighting for your children! Et s'il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système, eh bien nous en sortirons. Tous ces mouvements, ces marches pour le climat, ces gilets jaunes, ça peut converger. Slow down. Plant a garden. We can have more of what really counts. Quand l'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant. Once you know, you can never be the same. Alors, j'imagine que vous avez pu voir de belles images qui vous donnent envie de voir, d'entendre le réalisateur Emmanuel Caplin qui est avec nous. Ce n'est pas le seul à être avec nous. On est chanceux ce soir pour la discussion qu'on vous propose sur ce que certains ont appelé la collapsologie, donc la science, le discours sur l'effondrement, la fin du monde tel qu'on le connaît. On est content d'avoir cette discussion-là avec des invités de choix vraiment qui vont être capables de nous aider de leur expérience à naviguer ce paysage anxiogène et qui, je l'espère, vont être capables de nous donner des pistes pour donner un sens à ce sentiment que nous sommes chaque jour plus nombreux à ressentir, sentiment qu'on appelle parfois l'éco-anxiété. Donc, on est en compagnie d'Emmanuel Caplin, le réalisateur du long-métrage documentaire « Une fois que tu sais », dont on vient de voir la bande-annonce. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir tout le monde. Et Emmanuel qui nous rejoint de la France, donc présence nocturne ce soir, on le remercie. Suzanne Moser, auteure, chercheur, professeure, qui travaille depuis
plusieurs années sur la relation que les humains entretiennent avec la crise climatique et qui travaille aussi sur l'espoir comme affect fondamental de la résilience. Suzanne est un des personnages, une des figures du film. Elle est avec nous ce soir. Suzanne est anglophone, donc on va faire une traduction anglais-français pour s'assurer que ce soit le plus compréhensible et inclusif possible. Good evening, Susie, Suzanne. Typical, your microphone is closed right now, but I could see a good there we video go. lips. Bonjour and hello everyone. Wonderful to be here. Bonjour. Thank you so much. Suzanne comprend un peu le français, mais quand même, on parle dans des termes assez précis, donc on va y aller de traduction. Moi, pour ma part, je m'appelle Stéphanie Bourbeau, je suis enseignante, mais j'anime des projections au cinéma sous les étoiles depuis plusieurs années, Cinévert aussi depuis sa première édition, puis j'essaie autant que possible d'être la citoyenne engagée que je souhaite être. Donc voilà. C'est pour moi. Cinévert, pour ceux qui en sont à leur première expérience, normalement, on serait en présence dans une salle, il y aurait des discussions, il y aurait quelque chose de convivial parce que Cinévert se veut un festival de films documentaires sur l'environnement, le nom le dit, qui vise donc à faire rayonner des œuvres cinématographiques locales et internationales, mais qui vise surtout à créer des espaces d'échange pour favoriser une mobilisation citoyenne. Donc, le cinéma comme point de départ pour la mise sur pied d'initiatives qui sont porteuses, notamment en matière de transition écologique. Le festival est le fruit d'une collaboration entre deux organisations, SUCO, un organisme de coopération internationale qui travaille à l'amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales qui prévalent dans les pays du Sud globalisé, de Funambule Média, qui fait dans la production et la diffusion de cinéma documentaire à caractère social et politique, à qui on doit notamment le Cinéma sous les étoiles, qui vous présente des films gratuitement dans les parcs chaque été à Montréal. Donc cette année, Cinévert, c'est 9 longs métrages qui sont diffusés gratuitement sur Tank, plateforme dont je vous ai parlé plus tôt et que je vous invite à aller voir. C'est vraiment un bijou. Au cours donc, des 10 prochains jours, vous allez pouvoir voir ces films. Vous allez aussi pouvoir participer à des échanges comme ça, des panels qui sont présentés en ligne sur Facebook Live avec les cinéastes ou encore avec des spécialistes des enjeux qui sont abordés dans les films. Il y a aussi une sélection de courts-métrages qui va être disponible sur la Fabrique culturelle à partir de vendredi. Donc, vous pourrez voir ça pendant une semaine. Je vous invite vraiment à aller voir le site Internet. Vous allez avoir plus d'informations. Comme tout événement, on se doit de remercier nos partenaires quand même qui rendent le festival possible. Donc, on remercie nos partenaires généraux, le gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le ministère des Relations internationales et de la francophonie. On remercie également la Caisse d'économie solidaire des Jardins, la FTQ, la Maison du développement durable ainsi que l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci aussi à nos partenaires médias, les radios universitaires Choc et CISM, ainsi que la radio communautaire CIBL. Et finalement, merci à Tank, qui héberge nos films, et à la Galerie d'art Gallia, qui sont des partenaires essentiels du festival. Donc, bonsoir, chers invités. Bonsoir, pour vrai, disons, Emmanuel, tu es là avec nous. Je te présente, comme ça tu n'as pas à le faire, c'est parfois gênant de parler de toi-même. Donc, tu as étudié ici, à Montréal, en sciences de l'environnement et en développement international à McGill. Ensuite, tu t'es formé en cinéma. Tu as étudié la réalisation et la production audiovisuelle au Berkeley Digital Film Institute. Tu t'intéresses à la relation entre les humains et leur planète. Le médium que tu as choisi pour mener tes explorations, récemment, c'est le documentaire. Une fois que tu sais, c'est ton premier long métrage, mais ça fait une dizaine d'années que tu travailles avec le cinéma, n'est-ce pas, dans une perspective écologiste, au cours desquelles tu as aussi travaillé avec Frédéric Bach, un nom qui résonne ici pour des oreilles québécoises, montréalaises. Suzanne Moser, I will present you in a foreign language. This way, we're going to build trust between us. I hope not to... Yes, I will stick to the official bio. So, tu es une des figures marquantes quand même qu'on rencontre dans le film d'Emmanuel. Tu es chercheur à l'université, consultante indépendante. Ton travail traite principalement des interactions entre la science et les politiques publiques, ainsi que de la résilience psychosociale et l'adaptation face au changement climatique. Tu as siégé sur plusieurs conseils scientifiques de consultation. Tu as également contribué à l'évaluation climatique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat. Bonsoir, Suzanne. Merci, merci, Bonsoir. merci. Alors, si on commence, je vous donne la parole justement pour prolonger ma présentation. C'est un exercice de synthèse, comme on offre aux doctorants 180 secondes pour présenter leur thèse. Parfois, mais je vous propose en 180 secondes de nous expliquer. Emmanuel, ton film nous invite à nous poser la question, pourquoi avoir choisi donc le cinéma? Pourquoi le cinéma documentaire? Et d'autre part, pourquoi la crise écologique et l'effondrement de la civilisation industrielle? Donc, pourquoi le cinéma documentaire? Puis pourquoi la crise écologique? Oui, 180 secondes. Exercice de synthèse. Et Suzy sait que c'est difficile pour moi de synthétiser. Merci Stéphanie. Alors, le documentaire, que tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, j'ai fait des études d'abord, on va dire, sur le fond des sujets que je traite, avec des études en environnement à l'Université McGill. Et ensuite, j'ai travaillé la forme en travaillant le cinéma. En fait, c'était des études de fiction. Et donc, finalement, le documentaire, pour moi, c'était à la croisée entre ces deux passions, ces deux intérêts, qui sont l'image en mouvement et, en gros, les grandes questions structurantes de notre époque. Et le documentaire de création était une forme à la fois d'expression et de réponse à quelque chose qui me semble être la thématique la plus importante dans notre époque, qui n'est pas l'effondrement avec, ou en tout cas effondrement avec un S, et en particulier un que j'appelle l'effondrement climatique, qui je pense parle un peu mieux que le changement climatique ou le réchauffement climatique, parce que le climat est une matrice. Tout ce que nous faisons dépend totalement du climat. Et juste à titre d'exemple, ça fait, on va dire, 200 000 ans que les humains modernes se baladent sur Terre. On a eu le temps de faire des choses formidables. On s'est baladé, on a réussi à coloniser jusqu'à l'Amérique du Nord en passant par le détroit de Bering. On restait quand même relativement, on va dire, confiné finalement, contraint par un certain climat. Et puis tout d'un coup, on est sorti de l'ère glaciaire il y a entre moins 15, moins 12 000 ans, moins 10 000 ans. Et tout d'un coup, l'humain s'est épanoui partout sur Terre. On a eu au moins 4 foyers, on a découvert simultanément à peu près, presque en termes géologiques, l'agriculture. Et tout d'un coup, on s'est déployé, on a fleuri. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de changer les conditions de notre fleurissement. Donc pour moi, toutes nos politiques intimes, collectives, toutes ces questions-là vont être reposées par le changement de ce climat, ce nouveau régime climatique, comme le dit le philosophe Bruno Latour. Voilà, j'ai dépassé mon quota, je m'arrête. Non, même pas, félicitations. Puis tu nous offres des vraiment belles images pour penser à des thèmes auxquels on a déjà pensé, changer les conditions de notre fleurissement. Quand on parle de l'Anthropocène, c'est magnifique, merci. Suzanne, so the exercise is an exercise in synthesis, the hardest one I could ever ask you, and this is how we're starting the discussion. 180 seconds, more or less, which amounts to 3 minutes. It's a common exercise, right, among students to present their thesis in 3 minutes. Torture for certain, but for us, the idea is just for us to know you better and understand where you come from. Why was climate change your goal? You studied social sciences, and then you're working with climate change, and you're working with research. So why research and why climate change? Well, it actually began in the physical sciences. I did not start with the social sciences. I started with geography, and I chose geography because I was under the impression that whatever I choose for my profession, I would have to do it for the next 40 years. That's what my father told me. And it meant I needed to find something that was going to be interesting and had pretty much everything in it that interested me. And so the Earth seemed to be big enough. And so that's what I chose. I started with physical geography, and I, studied climatology. I studied geology. I learned about climate changes over the Earth's history. And it was really fascinating. And then, of course, that was in the 80s, mid 80s, late 80s, and when climate change just became the center of scientific attention. I mean, we had started earlier, but that was really when it started to take off. And, geography in its very nature is not just about the physical environment. It is about human nature relationships at heart.
And to me, that was the most exciting thing, that, you know, I would understand not only how climate would affect humans, but that humans, obviously, with climate change being human caused, would also understand the other direction. And so increasingly, it just became clear to me through my studies what climate change would mean for human society and that we had to do something about it. And I was most interested, and I'm still most fascinated by, how do we change so that we don't undermine the life support systems that allow us to live on Earth? So that's the short answer. How do we change? Not to affect. Is that what you're saying? Not to affect? Well, not to undermine the life support system. Yeah. Right. And thank you, everyone, for tolerating my doing this in English. Please. So this is interesting because, okay, so I'm going to translate what you're saying, but before I do so, your last sentence resonates with what Emmanuel said. He was talking about what happened is that human intervention on Earth kind of changed the conditions of possibility of our flourishing, right? And this is what kind of triggered him, from my understanding of his answer, that there was something amazing that happened. Humans kind of went everywhere, did cross the Detroit of Bering and everything, and now undermining the conditions of its flourishing. Alors, pour traduire vers le français l'intervention de Suzanne, je lui demandais, comme Emmanuel, de nous résumer en 180 secondes pourquoi elle avait choisi les changements climatiques comme domaine de recherche, de travail, de dévotion existentielle, et pourquoi la recherche, donc pourquoi le médium de la recherche. Elle nous dit que ça a commencé, autour des années 80, elle a commencé à étudier la géographie parce qu'elle se disait, selon les conseils de son père, qu'elle devait trouver un champ d'études qui lui permettrait de trouver un travail pour les 40 prochaines années. Alors, elle s'est trouvé une solution totale qui répondait à la plupart de ses intérêts, puis elle s'est dit, ben, la géographie, science de la Terre, ça devrait le faire. C'est assez grand. Donc, tout était là-dedans pour elle. Et en étudiant, elle a commencé par la géographie physique, la géologie et tout ça. Finalement, on apprend dans son parcours qu'elle a travaillé en sciences sociales, sciences humaines, mais dans les années 80, alors qu'elle étudiait, c'était pas tout à fait au centre de l'attention, mais on commençait vraiment de plus en plus à parler justement de la question des changements climatiques dans le mainstream, au centre du débat public. Donc, ce qui l'a intéressé, pour elle, la géographie, c'était pas seulement la science de la Terre, mais surtout la science ou la connaissance des relations entre les humains et la nature, comment la nature influence les humains et comment, bien sûr, les humains influencent la nature. On le voit avec les changements climatiques, elle nous dit, qui sont causés par les humains. Ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment nous, on doit changer en tant qu'humains pour ne pas venir détruire, si on veut, le système, l'écosystème qui vient nous supporter. Donc, pour reprendre les paroles d'Emmanuel tantôt, comment nous, on doit changer pour ne pas continuer à détruire les conditions de notre survie, de notre florisme. Voilà pour ma traduction. Je vais me réchauffer, donc soyez patients avec moi. J'ai envie de vous entendre, so I want to hear you both on this quotation that Emmanuel shares in an interview. It's a quotation, c'est une citation de Jean-Pierre Dupuis, philosophe, qui dit, donc Emmanuel, tu rappelais cette citation comme un éclairage quand même sur ton projet de film, sur ce que tu as fait. On vit dans l'ombre portée, Jean-Pierre Dupuis, on vit dans l'ombre portée des désastres à venir. On vit dans l'ombre portée des désastres à venir, et c'est ça qui rend notre époque obscure. Si je mets ça à une traduction, we are living in the shadows of the catastrophes, of the disasters to come, and that is what makes our time, our epoch, so dark, so bleak and obscure, hard to live in. So I'd like to hear you both, perhaps Emmanuel first, and then Suzanne. Comment est-ce que ça a été vrai? Comment ça s'est avéré dans votre parcours individuel? Et comment est-ce que cela est vrai selon vous à l'échelle collective? Donc, my question is twofold. So how is that true in an individual level? And how does that manifest on a social scale? The fact that we live in the shadows of the catastrophes to come. Emmanuel. Oui.
Merci. Alors, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle éclaire aussi mon processus dans la recherche du film, qui a pris très longtemps. C'est un luxe dans ce métier. Le film s'est fait sur 6, quasiment 7 ans de recherche, d'écriture, de réalisation. Et il m'a fallu ce temps-là pour reconnaître les idées qui sont en fait au cœur du film. Et une des idées, ça a été nommé tout à l'heure, la collapsologie. En tout cas, c'est une manière de le nommer. On peut parler d'anthropocène aussi. Mais en fait, cette citation, elle est venue mettre le doigt sur quelque chose que je vivais sans forcément savoir le nommer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase. Et qui était que, en fait, de parler, de dire les choses, même si on ne les règle pas, même s'il n'y a pas forcément de solution, ça fait du bien. Ne pas vivre dans le déni, dans le tabou. Et donc, on peut se dire qu'on a tout aujourd'hui. Alors maintenant que le Covid est passé par là, les choses ont un peu changé, mais voilà, on est encore dans une époque d'abondance énergétique, de relative stabilité climatique, et on a encore, on va dire, tous les conforts que la modernité nous promettait depuis les 30 Glorieuses, depuis l'après-guerre. On est encore quelque part dans ce sillage, mais il y a déjà des choses qui commencent à se gripper. Les rouages ne tournent pas de manière aussi fluide qu'avant. Il y a un peu du sable dans les rouages. Et donc, on va se dire, mais pourquoi est-ce que, justement, on parlait tout à l'heure d'éco-anxiété, de ce sentiment de malaise qui monte. Et donc, Jean-Pierre Dupuis a écrit un livre qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé », For an Enlightened Catastrophism, et où il dit, mais en fait, le catastrophisme, il nous permet de parler des choses qui ne sont pas encore là dans notre présent, mais qu'on sent de manière très très forte, soit de manière intuitive, c'est dans l'inconscient collectif, on sent que voilà, il y a des signes noirs, il y a des choses qui viennent perturber notre croyance collective dans l'avenir, ou alors de manière très, très scientifique, et là c'est le travail de personnes comme Suzy, qui sont quotidiennement confrontées aux résultats de leurs projections, qui sont souvent des modélisations du réel pour essayer de comprendre, ou en tout cas trouver les contours de ce qui va se passer demain. Et donc, tout d'un coup, l'ombre portée des catastrophes à venir se projette jusqu'à nous, et on comprend qu'on est dans cette ombre, et que cette obscurité, elle est vécue, pas seulement individuellement, mais collectivement. Donc, individuellement, juste à titre, on va dire, anecdotique, c'est très très tard dans le film, c'est-à-dire 4, 5, même si oui, ça en 2015-2016, je lis le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, a book called How Everything Could Collapse by Pablo, who also is in the film. Et je me dis, ah mais c'est ça que j'essaie de dire depuis des années. Et le mot collapsologie résume plein de choses qui sont dans le film depuis que je l'écris 3 ans auparavant. Et donc tout d'un coup, de comprendre cette ombre portée, ça m'a fait du bien d'abord, et ça m'a permis de comprendre aussi ce que j'ai essayé de faire avec le film, qui était, peut-être pas avant tout, mais ça a été en tout cas un désir initial de communiquer, de parler avec tous les gens qui sont dans cette expérience de notre époque, avec ce qu'on peut dire un savoir toxique, ou une intuition toxique pour ceux qui ne se placent pas comme des scientifiques, et qui ne se sentent pas forcément légitimes, parce qu'il y a de la misère dans le monde, il y a des gens qui vont bien plus mal que nous, et donc de quel droit est-ce que je me sentirais mal aujourd'hui? Et donc d'avoir fait ce film en disant on peut se sentir mal parce qu'en fait il y a une réalité vécue qui est la réalité psychique de la projection et la réalité physique des premiers effets, et là on le vit tous de manière collective avec le Covid, c'est quelque chose de réel, et c'est quelque chose qui est légitime. Voilà. Et donc, je trouve que cette expression, elle permet de donner de la légitimité à ce vécu collectif. J'ai dit. Wow! Mais merci. Vraiment, c'est un privilège absolu de vous avoir comme ça pendant 1 heure pour travailler ces thèmes-là, parce que c'est complexe, puis je suis comme rassurée et je suis fascinée par le fait que ta propre réflexion a avancé en même temps que ton film. Ça a dû être très bouleversant pour toi d'avoir un projet de film qui était toujours exposé comme ça à des découvertes, puis à un cheminement qui est existentiel, psychologique,
cognitif, peut-être même artistique, cinématographique. Donc, je ne sais pas trop comment traduire tout ça pour Suzy. Qu'est-ce qui la concerne? Peut-être que je peux traduire moi-même, comme ça éviterait, ce sera peut-être plus naturel. Et puis toi, tu peux traduire dans l'autre sens. D'accord, bien sûr. Je ne veux pas te mettre trop de poids, mais si tu veux parfois faire des interventions comme ça bilingues, lorsque tu sens que tu la mentionnes, vas-y, ça va peut-être être plus simple qu'une traduction intégrale. Suzy, I was just saying that this quote started to make sense throughout the process of making the film, because when I started the film, the words didn't even exist to try to express what I was trying to express, or short words. And collapsology came into being in 2015, 3 years after I started making the film. And in a way, I was just responding with my own intuitions or my own knowledge, as far as university knowledge is concerned, to something that other people were also capturing with their own antennas. People like Pablo Servigne, who wrote a book that was an incredible synthesis of what I was trying to say. And so it was actually through the writing of the film that I was able to put words on what I was feeling and trying to express, to share, to help people who are having this shared experience of this toxic knowledge, also put words on it and also be able to express it for themselves. And so that's why I like this quote by Jean-Pierre Dupuis, the philosopher, because it really translates my own experience of suddenly realizing, okay, it's okay for me to feel bad because I am in the dark, even though this dark is projected from the future outwards. Mm-hmm. And so, yes, basically that's what I was trying to express. I understood some of that. And can I just respond? Yes, go ahead, please, because I want to hear what you have to say about that. Yeah, so I guess my response to the quote is it's a nice compliment. I come from the sciences, and in the sciences, we project the catastrophes that are yet to come, right? We try with the best tools we have to understand what catastrophes are coming. And what's nice with, someone like a filmmaker is that, you can tap into the imagination to then bring it alive. What does that actually mean? And so now we have the science and our sort of imagination of these catastrophes, and that's what we have to live with, right? And that those things that have not yet fully happened, at least not as bad as we imagine it will be, they are now casting a shadow back on us. And we, the question is, are we beginning to sense it? Are we beginning to respond to that? And that's when you asked about, what does that mean on an individual level, on a collective level? What I'm observing in my work is that people are beginning to feel what it means that climate change is not just happening, but what it could mean. So there are people who have, what we now call eco-anxiety or climate anxiety, people who grieve for futures they will not have anymore because, they're simply not, the climate changes that we're expecting simply don't allow certain climate changes to happen or certain lives to unfold under those conditions. So we're beginning to see what this imagining of that future does to people's psyche. And, some people respond to this, right? Some people take actions. Emmanuel is a good example of, the choices he made in response to this question. How do I live with this knowledge and move forward? And collectively, I think, this is why we work hard, even though we are really failing on many levels, to put in place policies to address it, to not let those catastrophes that we imagine or project actually happen. So, something out of the future comes to affect not only what we feel and experience, but what we try to do. And I think that's a really interesting experience for the human species. Over the course of our existence on the planet, we have never had that ability to look this far into the future and actually think about and prepare for it, which is partly why we're so bad at it, right? But it's also a really
interesting new cultural moment that we're beginning to experience the future in the now and have a choice over it, or at least can try to affect it. And, you know, we'll see how soon or not we will do that. But anyway, that's my response to a really wonderful quote. Word, yeah, thank you. So if I have to translate this, I'll do my best here. Alors, Suzanne me dit que, elle répond à l'intervention d'Emmanuel, elle me dit, oui, c'est intéressant, en tant que scientifique, on projette des catastrophes dans le futur, mais elle parlait de la complémentarité de la démarche peut-être artistique. Elle disait, Emmanuel, toi, tu as la possibilité justement d'aller saisir, d'aller prendre le pouls, si on veut, de comment est-ce que ce qu'on projette dans le futur, mais comment ça nous habite déjà maintenant, dans le moment présent. Quelle est notre réponse à ça? Elle évoquait justement différentes réponses qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment, ces connaissances? Tantôt, Emmanuel, tu parlais de connaissances, un savoir qui est toxique, mais comment on fait pour gérer ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété ou l'anxiété climatique, j'imagine? Donc, il y a différentes réponses. Parfois, on choisit d'aller dans l'action. Emmanuel, ça a été ton cas. Tu pourras nous en parler plus à la fin de la discussion. Je t'amènerai sur ce terrain-là. Donc, puis elle dit, il y a quelque chose, tout ça, c'est très préoccupant. On n'est pas très bon, d'ailleurs, pour répondre à la menace, puis répondre à la crise dans laquelle on se trouve. Mais c'est assez intéressant du point de vue de l'humanité en général. C'est un futur qui vient nous rejoindre de très loin. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un moment où on s'est projeté aussi loin dans le temps et où est-ce que le futur est venu nous dicter, justement de manière aussi distante, aussi pressante, quoi faire. Donc, elle disait peut-être c'est pour ça qu'on n'est pas bon, c'est que c'est comme exceptionnel. C'est peut-être la première fois qu'un futur aussi lointain vient nous toucher dans le présent. Emmanuel, si tu as envie de répondre, tu peux le faire. Sinon, j'allais justement te poser une question sans faire trop de détours. Ton film s'appelle « Une fois que tu sais ». Donc, il y a comme une espèce d'emphase ici sur le savoir, qu'est-ce qui arrive quand on se forme, un peu comme dans ton parcours. On accumule des connaissances qui sont asphyxiantes, en fait, qui sont difficiles à soutenir. Tu racontes le passage de l'émerveillement dans l'enfance à l'expérimentation, aux sciences terrestres, le même émerveillement qui t'a habité quand tu étudiais. Plus tard, dans ta vie, de la recherche scientifique factuelle, du désir de savoir au désir d'agir. C'est du désir d'agir, à un certain besoin de sens, un approfondissement quand même de ton rapport. Tu parlais d'aller planter des arbres, de voyager. Ensuite, il y avait le voyage mythique vers l'Orient, essayer d'approfondir, de trouver un sens, j'imagine, à ça. Donc, il y a les études, la lecture, l'action individuelle, le zéro déchet, toucher l'opinion publique, faire des films. Donc, tout ça, finalement, tu dis, ça ne change rien. Je suis quand même intéressée de savoir pourquoi dans ton film, alors qu'on voit beaucoup de documentaires, puis tu dis toi-même dans ton film qu'il y a certains films qui n'arrivent pas à nous changer. Pourquoi avoir fait le choix de cette forme dans ton film? Je pense au début de ton film qui est très, très tactile. Dans mon souvenir, on voit les mains qui touchent la mousse, on voit le vent dans les cheveux d'un enfant. Même après, tu nous partages beaucoup des constats, des faits, des choses, des constats, un savoir qui est toxique, qui est alarmant, mais on est enveloppé par un son qui nous entoure, qui vient presque nous toucher, nous réconforter, à la limite, j'ai envie de dire. Il y a comme toute cette expérience sensorielle pour moi, surtout au début de ton film. J'ai envie de savoir pourquoi avoir fait ce choix-là. C'est quand même, pour moi, c'était la première fois que je voyais ça de cette manière-là. J'ai été complètement bouleversée. Je dois dire, par ton film, c'était une réussite envoûtante, absolue. Pour moi, ça fonctionne. Mais je veux savoir pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi de passer par autre chose que les connaissances. Merci beaucoup, Stéphanie, ça me touche. C'est un long processus. Il faut savoir que le film a mis beaucoup de temps à se faire parce que c'est difficile de faire un film, tout simplement, mais aussi parce que c'est difficile quand c'est un premier film. On cherche la forme. Et donc, j'ai longtemps cherché... avec ma caméra, en filmant des choses que je n'ai jamais utilisées finalement, qui ne sont pas dans le montage, mais aussi à travers mes interviews préliminaires avec les différents experts du film, dont Suzy.
il y a des passages de voix off, on ne voit pas l'image, mais on entend leur voix dans le film, qui sont extraits de cette toute première interview que j'ai faite avec eux, pour essayer de savoir si oui ou non j'allais les suivre pendant des années. C'est un engagement de leur part et de ma part. Et cette première rencontre, elle était décisive, et ils s'est dit souvent des choses très fortes, donc j'ai gardé leur voix. Et parfois, leurs réponses à mes questions ont aussi aiguillé ma manière de raconter mon histoire, parce que finalement, il y a aussi un peu de leur histoire dans la mienne. Et je pense que s'il y a des passages du film qui marchent et qui touchent, c'est qu'ils font juste écho à une expérience partagée. Et cette expérience partagée en particulier dont tu parles, c'est l'expérience de l'émerveillement enfantin, avant que le savoir vienne mettre une couche de rationalité là-dessus, et quand on est encore dans quelque chose de très sensoriel, voire sensuel, avec le rapport au monde. Et dans Suzy, tu te souviendras de ce passage de ce que tu m'as raconté. Peut-être que tu as oublié, mais moi je le connais par cœur maintenant, pour l'avoir écouté et réécouté. I'm talking about our preliminary interview and some of the things that structured the way I structured the film afterwards. Et c'est la question, pour vous, c'est quoi le mot insouciance? What is carelessness? Or carefreeness? Et donc, j'ai demandé à tous mes personnages, c'est quoi pour vous, pour essayer de raconter ces différentes étapes du cheminement vers le savoir, c'est quoi l'insouciance? Et Suzy m'a raconté que quand elle était petite, avec son père dans la forêt noire en Allemagne, où elle a grandi, elle allait à la cueillette aux champignons avec son père. Et comme son père était quelqu'un de très grand et qu'elle était toute petite, c'est elle qui allait sous les buissons pour aller chercher les champignons où son père ne pouvait pas accéder. Et elle a se souvenir de la complicité et puis aussi de la fierté de trouver les champignons et l'odeur du humus et la proximité et l'expérience sensorielle, à nouveau charnelle, du rapport avec cette cueillette aux champignons. Voilà. Donc ça m'a beaucoup touché parce que moi, c'est d'autres espèces que les champignons qui m'ont touché dans ma jeunesse, mais j'avais eu envie de transmettre cette expérience partagée des premiers contacts. La toute première personne qu'on découvre dans le film, c'est mon fils, qui avait même pas 1 an, et que je filme dans ses premiers contacts aussi avec la glaise, voilà, ce dont on est fait aussi, nous, au bord de l'eau. Et j'ai aussi essayé et j'ai redécouvert ses premiers instants avec le monde à travers ses premiers instants à lui. Et voilà, donc c'est un petit hommage à mes personnages qu'on n'a pas encore découverts, mais qui sont déjà dans le début du film, comme mon fils est déjà au début du film, et puis vient finir le film à la fin. Ah, merci. Voilà. Merci vraiment de tout ce partage. Pour moi, ça met une profondeur. Je ne savais pas qu'au début, c'était justement des pré-entrevues qu'on entendait. Alors, on n'entend pas encore ces pré-entrevues, okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les découvre dans le film. On entend un moment Salim Ul-Huq, par exemple, quand je suis dans le train, qui parle, on entend sans sa voix. Ça, c'est tiré de sa toute première interview. Mais pour Suzy, par exemple, ça m'avait beaucoup touché son témoignage sur l'insouciance enfante. Et j'ai mis certaines de ces idées à travers mes propres images au début du film. Et ils sont venus informer, on va dire, ma démarche artistique. Voilà. Je comprends mieux. Donc, Suzanne est ta professeure de cinéma dans voilà. le cadre de cette génial. Ma professeure de vie. Cool. Quel hommage. So my question was really just like I don't know why I'm saying just, but on a cinematographic perspective, like why did he choose this very tactile approach to this toxic knowledge that he's presenting? Why is it so physical? Why did he choose to deviate from what we often see, rationality, facts, and like there's something else that's going on? So that was my question. Now I would like to hear. Oh, I'm sorry, Suzanne. I need to move forward. I'm seeing time is going quite fast, as always. If we go forward with this idea of collapsology, so we have said this a few times. I want to frame this for our viewers. In the past 3 editions, dans les 3 dernières éditions de Cinévert, on vous a présenté le film 2040.
C'est un film très enthousiaste, optimiste, qui nous montrait qu'est-ce qui arriverait en 2040 si on prenait les meilleures solutions qui sont déjà disponibles aujourd'hui, un parti pris un peu pour le développement durable, puis qui est choisi dans une facture assez pop, énergique, de mobiliser et d'encourager les gens qu'un meilleur futur est possible. L'année dernière, 2e édition, on a présenté le documentaire « L'homme a mangé la terre ». Donc, si le premier était optimiste, le deuxième, je dirais qu'il est complètement à l'inverse. Le documentaire de Jean-Robert Vialet, donc c'est une espèce de grande fresque historique, sociale, politique, très, très dense, qui nous explique comment est-ce que le développement durable, les thèses, les fondements du développement durable, le progrès technique, en fait, qui est toujours la promesse d'un avenir meilleur pour l'humanité. Pourquoi, en fait, c'est ça qui nous fait courir vers notre perte. Puis, le film se termine sur une espèce de « wow, okay, on est vraiment foutu, ça ne fonctionnera pas ». Puis ton film, Emmanuel, nous prend un peu là où nous laissait seuls, apeurés. L'homme a mangé la terre. Moi, mon souvenir assez récent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce savoir-là? Tu as envie de sortir, de partager ces connaissances-là, tu as envie de dire aux gens, mais vite, il faut faire quelque chose, mais là, ton film nous prend et nous dit, OK, un peu comme tu disais tout à l'heure, la libération, comment on se sent plus léger et comment on se sent plus légitime, en fait, quand on nomme les choses par leur nom, il y a quelque chose qui est possible par la suite. Donc, j'aimerais t'entendre, Emmanuel, sur qu'est-ce que toi t'entends quand on parle de l'effondrement de la société industrielle. Tu en parles rapidement au début de ton film. Les 2 derniers films que nous, on a présentés nous amènent vers cette idée-là. Qu'est-ce que c'est que l'effondrement de la société industrielle? Vraiment, un portrait juste général me suffit parce que j'ai des questions plus précises après sur cette question, mais l'effondrement de la société industrielle, the collapse of industrial societies, what are we talking about, Emmanuel? Si on reste à un niveau très de définition, moi, celle que j'aime, c'est celle de Yves Cochet, qui est un ancien ex-ministre de l'écologie en France, un homme politique, qui aujourd'hui travaille sur ces questions et qui dit que c'est le moment, en fait, où les services qui sont normalement apportés par l'État, la sécurité, l'alimentation, la protection, le logement, donc l'approvisionnement alimentaire, la mobilité, la santé, tous ces besoins primaires qui aujourd'hui sont, on va dire, une des compétences de l'État, ne sont plus apportés par cet acteur-là, et où on va chercher des substituts, des remplacements pour continuer à vivre et à survivre. Voilà. C'est curieux parce que j'entends la définition presque du néolibéralisme ici, mais c'est autre chose dont tu parles. Le démantèlement des services sociaux, dans cette perspective-là, c'est autre chose. C'est que l'État n'est plus en mesure, les ressources sont plus disponibles. Alors, parfois elles sont plus disponibles, parfois elles ne peuvent plus être redistribuées. Je pense que ça dépend de quoi on parle. Si on parle de santé, d'alimentation, d'eau potable, tous les besoins primaires, en fait, ne sont plus assurés par une entité, alors que ce soit l'État ou en tout cas une entité centralisée qui est capable de subvenir aux besoins de la population. Voilà. Donc ça, c'est la définition, on va dire, un petit peu concrète qui permet de se projeter, hein, parce qu'après, il y a une expression que je trouve géniale, c'est que la collapsologie, c'est un mot grenade. C'est-à-dire c'est un mot, quand on l'entend, il explose dans notre tête, mais tous, à chacun, de manière différente selon nos imaginaires. Et donc, j'aime cette définition parce qu'elle est restreinte et qu'elle permet de débattre sur une base commune, parce qu'après on a tous nos propres peurs et nos propres projections. Voilà. Merci. I'll translate really quickly for Susie. I was saying that collapsology, which is really big in France and has been since 2015, since Pablo Servine's book came out, and it's really quite widespread in the media, but it's not so much in North America. I was saying that word is a grenade word. It explodes in our minds in all different kinds of ways. And so when I talk about it, I like to say, when we talk about collapse, it really means something very simple. It's the moment when essential things like needs, like drinking water, food, health services are no longer
guaranteed by a centralized entity like the state. And when we have to find for other means of responding to the scarcity. So that I was saying it's a good basis to begin a discussion, because there are so many different ways of imagining, you know, what collapse could mean. Right, you were talking about a grenade, like the impact of a grenade that materializes differently in every mind. Of course, it's not to be expected that this will happen sort of with one switch, you know, that it's more like the slowly exploding grenade in terms of the decay, right? And we're already in that. I think it's really important for us to realize that there are some people who already live under those conditions that you describe, right? And for those of us who've been living in privileged and sort of secure kind of basic needs being met securely on a regular basis in that kind of condition, for us, that's, you know, we use a big word like collapse to imagine that. But I think it's probably more realistic to think that this will be a slow decay with, you know, probably some places in the world sliding more rapidly than others. Absolutely. I wanted to hear you. I'm not sure to what extent this is still relevant at this point, but we could just move on if it's not. I want to ask you, Susie, we've talked about this a bit already, but what happens psychologically? You've worked on hope, like what happens psychologically and perhaps socially when we name and try to apprehend the collapse of the world as we know it? What happens to our minds? You know, one thing I wanted to pick up on, if I understood it correctly, you described a little bit the sequence of your films, right? And how you portrayed, right, how you portrayed what happens. And to me, it all of a sudden occurred to me, it's like the stages of grief. You know, I don't know if Elizabeth Kubler-Ross is a big name, right, but in many ways it is, even if it's not so nicely sequential always, but, you know, this is kind of how we come to grapple with the reality that we're creating that is outside of human experience, right? First, we have this sudden awakening, and some of us go immediately into denial from there, and some of us grapple with it. But then our first instinct is, you know, in some ways, a kind of a denial that immediately tries to find solutions so that it doesn't happen. Right? We're still not really accepting that it is happening. We have solutions, we can fix it. And the ideas are pretty much everything that we've said 100 years ago, you know, so there's nothing new. And over time, what you're seeing is that it dawns on people when it becomes clear how difficult it actually is to bring those changes about, to turn that ship around. I'm picking up on an image from your film, Emmanuel. But when you begin to realize how difficult it is, then, you know, eventually you let in the reality. And I think for me personally, and I know lots of other people that I've spoken to, this is something we do in phases. You know, we let in a little bit and we go into grief and we go into anxiety, we go into denial, and then we come back and, you know, we work on it again. And then we realize, oh my God, this is so much bigger than what we thought. And so we go deeper and deeper into a spiral of, you know, coming to accept the reality that we're creating. And how does this relate to hope? I think what's really, really important is that our mind wants all the time to jump to some certainty. It either jumps to the certainty of, nope, it's not going to happen, we're going to be fine, don't worry about it, or it's jumping to the certainty that we're doomed. We're screwed. It's done. It's over. Collapse. Nothing else happens. And I think what hope is that you hold still in the uncertainty. We don't know 100% what will happen, how soon, how fast, how bad, or what's possible. You know, I mean, think about what happened during COVID. In one day, you know, in 1 week, we could switch so many things. To me, that was a great moment of hope. You know, I mean, it was horrible and many, many people suffered greatly. And yet we made huge changes on a very short amount of time if we put our mind to it. And I think this is possible. You know, we have done other crazy things like put a man on the moon in 10 years. I mean, some big things are possible. So
I encourage always people to not be so certain about the future. You know, yes, there's momentum, there are, you know, lags in the system. Many of those, when I focus on those on any one day, I can get totally depressed. And then, you know, something really crazy happens that really shakes my own conviction. And so to me, the kind of hope we need to move forward is to stay still in that uncertainty, but have a very clear moral target, something very clear that we want to go to, which is, you know, a better situation than the collapse, right? Something much more, a thriving society, of, you know, just society. For me personally, it's where we reestablish the conditions for life, for supporting a thriving Earth community, life community, and that includes social and natural, if you will. But to me, that would be, you know, that's sort of my moral anchor. And everything else, how we get there, you know, what exactly will happen, that needs to stay much less certain, if you will. And that's what I, you know, how I get out of bed every morning, to work toward that goal and responding constantly to what happens every day, what new knowledge we have, what new situation we have, what new government we have. You know, that's the day-to-day responsiveness to the challenge, but very clearly anchored in a positive vision. And, you know, and I say that fully embracing what I know about the science, which is, you know, I said that in the movie, knowing what I know, I have to be sort of in a day-to-day denial of that knowledge so that I can actually do what I do. Otherwise, I just curl up and, you know, go to bed and not come out, right? But that doesn't seem like a life worth living. So to me, it's a pragmatic denial, not a fundamental denial of the realities that we are creating. Oh, okay. That's a lot to say, so I'm sorry. Long answer. If I succeed in this, I get a doctorat honoris causa in translation. Okay, so but this was so good. I didn't want to interrupt, and maybe we'll just have subtitles for the next viewers because this was golden. Merci beaucoup, donc Suzanne. J'essaie de traduire pour vous. C'était une longue intervention. J'ai pas osé l'interrompre parce que j'étais moi-même comme complètement emportée par ces paroles. Elles sont ça fait du bien pour des gens qui n'ont pas encore peut-être fait la démarche qu'Emmanuel a fait ou que même Suzanne elle-même. D'ailleurs, ça rejoint des questions qui nous venaient déjà du public. J'en profite pour les dire. Your answer to my question is actually an answer in the end to someone who from the public who's been asking. The person says they work in the education relatively to environment, and they really wanted to hear you on eco-anxiety, teenagers, kids, like how are we going to do this? Because all that's happening is impacting people from other places in the world who will become migrants, who don't have their papers, who become climate refugees. And it also impacts, obviously, other generations, kids, little children, and so on. So there's this idea of distance and eco-anxiety that was in the question here. And they want to hear you, how to deal with the eco-anxiety. And I think that you provided a very strong answer. Je pense que la réponse de Suzanne est une réponse extraordinaire à la question de Jacqueline Romano qui nous venait. Donc, j'essaie de traduire. La question que j'ai posée à Suzanne, c'était qu'est-ce qui arrive psychologiquement et socialement quand on essaie d'accepter, d'appréhender l'effondrement, justement, du monde tel qu'on le connaît. Donc, elle a parlé de l'échelle de Kubler-Ross, les étapes du deuil, qu'est-ce qui arrive. Donc, au début, il y a quelque chose comme un déni. On essaie de trouver des solutions pour se sortir du problème, pour faire disparaître le problème. Donc, on passe par le déni, puis peu à peu, à mesure qu'on est capable comme d'en prendre davantage, on peut passer à d'autres étapes du deuil, approfondir notre rapport justement à cet effondrement-là, à ces grands changements qui sont à venir. Elle parlait d'un processus qui va comme en spirale, où est-ce qu'on se réfugie parfois dans des certitudes qui nous permettent de nous reposer un peu, mais on est capable normalement d'avancer un peu dans ce processus pour
finalement accepter qu'on est devant un réel effondrement. Ce qu'elle partage comme ressource, comme piste existentielle, comme ancrage, ce qui lui permet, elle nous dit, de se lever à chaque matin et non pas de rester en boule dans son lit, c'est cette espèce d'image de trouver une stabilité devant l'incertitude, de tolérer justement, de vivre dans un monde incertain et de trouver un ancrage qui est très, très profond, enraciné dans cette acceptation de l'incertitude, puis du changement qui est incommensurable, etc. Elle nous parle donc d'un point de vue optimiste dans cette manière d'être capable d'accepter l'incertitude, accepter que demain, on ne sait pas à quoi il ressemble, il y a une possibilité finalement d'espérer une société juste, d'espérer l'avènement d'une société juste, une communauté terrestre qui soit non seulement juste, mais thriving, prospère, en santé, qui est capable de... Prospérité, ça me rappelle un peu la prospérité économique, c'est pas ça l'image, mais c'est... L'expression, ce serait une société qui soutient la vie, tout simplement. Ah, ok, qui soutient la vie. Voilà. Oui, c'est parfait. Une société donc qui est juste et qui soutient la vie, puis que c'est comme un pacte ou une vision à renouveler quotidiennement. Donc, elle parle justement de... On va en parler plus tard. Suzanne a parlé de radical hope, l'espoir radical, un espoir qui est sans objet, donc on pourra y revenir. Mais elle nous invite donc à accepter ce processus-là, à accepter les étapes du deuil, parce que c'est un deuil, il y a beaucoup de souffrance dans ce processus-là, puis s'ancrer donc dans une stabilité malgré les bouleversements. Donc, j'ai fait de mon mieux ici. Stephanie, can go ahead, Susie. Can I make one more comment? I heard you use the word optimism, and you used the word hope, espoir and optimism, right? And I want to really draw a big distinction. I am not optimistic, but I have hope. And the difference is, I think, if you go to the root of the word espoir, it has the word spirit in it, right? It's a, if you will, almost a spiritual commitment of breathing life into or working toward life, if you will. That's the commitment. You have a really strong commitment to that, fully embracing that we may not reach that outcome. We may not get there. You simply are committed to get up out of bed and do the best you can toward that goal. Optimism to me is kind of, it doesn't even need hope. It's essentially, you just assume that the outcome is going to be good, and no, that's not the world we live in anymore. So it's really a big distinction for me. And I don't know, I want to just underline it if I heard it correct you. Thank you so much. Thank you. Donc, Suzanne fait la distinction, elle me reprend, elle dit, c'est pas du tout ça, c'est pas que je suis optimiste, au contraire, l'optimisme, c'est comme quelque chose qui n'a même pas besoin d'espoir. Un optimisme, il y a quelque chose, il manque peut-être un peu de lucidité par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les choses n'iront pas bien si on les laisse comme ça. Par contre, l'espoir, elle nous ramène à la racine étymologique du mot. L'espoir, elle voit une racine avec l'esprit. Donc, il y a cette idée d'insuffler de la vie puis d'être capable justement de se maintenir dans l'existence. Puis, même si outcome, même si le résultat, oui. on ne le connaît pas d'avance puis on ne sait même pas si ça va fonctionner. Ça rappelle d'ailleurs les propos j'ai oublié, désolée, mais d'un intervenant majeur de ton film qui dit c'est pas important, les résultats, on doit juste, on doit faire comme si, on doit s'organiser comme si on allait y accéder. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Emmanuel, sur l'éco-anxiété? Peut-être pour les personnes qui écoutent et qui sont en recherche de réponses, tout ce que dit Suzy là, ce sont aussi des idées qui ont été travaillées longuement depuis des années 30-40 ans par Joanna Macy, qui est une éco-psychologue, aussi une universitaire spécialiste du bouddhisme aux États-Unis, et qui est la raison pour laquelle Suzy et moi nous sommes rencontrés, puisque je suis allé voir cette femme, Joanna Macy, en lui demandant de faire partie du film. Elle a maintenant 92-93 ans.
Et elle m'a dit, j'étais chez elle m'a dit, oh, I'm an old lady. I'm tired, but I know someone who's just perfect for you. Voilà. Et donc, elle m'a dit, cette Joanna Macy, elle, qui est quelqu'un vraiment très fondamental pour les idées du film, c'est elle qui nous a introduit, Suzy et moi. Elle a refusé de travailler, d'être suivie pour le documentaire, et en même temps, elle m'a conduit vers Suzy, que j'ai rencontré 2 jours plus tard, et c'est comme ça qu'on a démarré le travail. Cette Joanna Macy, elle parle de cette incertitude très très bien. Et l'idée fondamentale, je pense qu'il faut vraiment rester, que je vous encourage à garder, parce que moi, elle m'aide beaucoup, c'est quand on est sûr que les choses iront mieux, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, puisqu'elles iront mieux. Ça, c'est l'optimiste. Quand on est sûr qu'on va vers un effondrement, ou que de toute manière, ça n'ira pas, alors c'est cette certitude, en fait, alors, pourquoi se lever le matin, pourquoi faire grand-chose? Voilà. Et donc, c'est cette certitude qui, finalement, est bloquante par rapport à l'action. L'incertitude, holding the tension, de cette incertitude, c'est fondamental, et c'est un travail qui du coup est existentiel, puisque dans une société et une culture qui tend à réduire au maximum l'incertitude avec la société du contrat et du risque zéro. Donc tout nous amène dans une direction opposée à l'acceptation de cette incertitude, et on a chacun, il faut trouver les outils personnels, spirituels ou non spirituels, qui nous amènent à accepter cette incertitude. Je pense que ça fait vraiment partie du processus, c'est très important. Et par rapport à cette éducatrice qui disait, mais que dire aux enfants, je pense que c'est aussi un vrai questionnement. Moi, j'ai beaucoup changé sur cette position avec le film. Je ne voulais pas que... Quand mon film est sorti, la première fois, il est sorti dans mon village, comme on voit dans le film, et j'avais mis sur l'affiche « Interdit aux moins de 15 ou 16 ans », je ne sais plus. Parce que je me faisais beaucoup de soucis sur quel impact ça va avoir sur les jeunes. Et en fait, les jeunes qui ont vu le film réagissent très bien au film, et parce qu'en fait, ils ont envie de franchise de la part des adultes autour d'eux. Ils ont besoin d'avoir un monde adulte qui est adulte et qui assume les choses. Et que cette dissonance cognitive entre ce qu'eux, ils voient partout autour d'eux, aujourd'hui, il faut savoir que le mouvement punk des années 80, le No Future, qui était une sous-culture, aujourd'hui, c'est la culture de masse. La culture de masse, c'est No Future. Donc, quand on a des gens qui leur disent « mais vous inquiétez pas, il y a des solutions techniques, on va y arriver », il y a évidemment une sorte de « bon, voilà, on nous roule dans la farine, mais bon, c'est pas grave, c'est le monde des adultes, c'est pas notre monde », et il y a une sorte de distanciation. Donc, il faut, je pense, parler très franchement, il faut parler avec les bons mots, ça dépend de l'âge, évidemment, mais je suis surpris de savoir que le film, alors ça a été annulé, mais le film devait sortir à Paris en avant-première, avec la moitié du public, c'était des classes de l'éducation nationale qui étaient invitées à venir voir le film. Donc voilà, je pense que là-dessus, j'ai un peu évolué avec le fait de voir la réponse du public. On a besoin de franchise et on a besoin d'adultes qui assument leurs responsabilités. Ouais, le savoir est peut-être toxique, mais la vérité ou une manière de le nommer, celle-là n'est pas aussi toxique que tu le pensais. Donc, il y a quelque chose de vivifiant, puis d'une communauté qui peut se tisser autour de ce constat-là. C'est encourageant. Suzanne, did you hear what he said about certainty and uncertainty? I understood some of it. It was so delicious. The piece that I want to pick up on actually is this one word that you use in the film, and you picked up on it several times, Stephanie, which is toxic knowledge. I don't know, something just struck me about that. I wonder if we need to rethink that. You know, isn't it absolutely amazing that we actually have some foresight of what comes, and it gives us a chance to go through a profound transformative process that actually might make us, as I like to say, Homo sapiens sapiens, wise humans, right? So far, we have not lived up to that name, even though we carry it with us since we were named. But we could become that as a result of this difficult knowledge, I would say, that really, really should challenge us. And, you know, I don't think we have a clue of who we could become if we took this challenge seriously. So I don't know if that's a place to end on, but I don't think we should think of this as toxic, something we should not want to know.
I think knowing that and grappling with it and really taking it to heart, and I mean that from the head into the heart, to grapple with who we are on this planet and whether or not we want to, move the rest of the planet to extinction, and including ourselves eventually, or whether we want to, reduce our human force on this planet and become part of the ecosystem again and become a life-supporting force. To me, that would be my hope, I guess. Thank you so much. I don't have the heart to translate this right now, so je m'excuse aux personnes qui n'auront pas la traduction de cette intervention. Si je rebondis, je peux peut-être, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Thank you, Suzy, for picking up on that toxic knowledge. Je vais vous donner un petit peu les coulisses en même temps en fait, du film. Donc, à nouveau, dans ces interviews préliminaires, j'ai posé la question à tous ces scientifiques ou ces chercheurs qui sont dans un rapport au savoir constant, leur compréhension du savoir. Et en fait, cette réponse, toxic knowledge, dont vient le titre du film, à la suite de cette question, c'était Richard Heinberg, le deuxième protagoniste, qui dit « Once you know, you can never be the same ». Une fois que tu sais, tu ne peux plus être le même. C'est cette dimension, potentiellement pour lui, de fardeau, le savoir comme fardeau. Mais on a aussi discuté avec mes personnages du savoir comme liberté, source de liberté, du savoir comme émancipateur, évidemment. Et donc, il y a toutes ces dimensions au savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que le savoir qui était, on va dire, unidimensionnellement émancipateur dans l'esprit du progrès et de la modernité, devient un savoir qui a aussi un fardeau. Et c'est cette dimension-là qui m'intéressait au tout début quand j'ai commencé le film, où c'était beaucoup moins personnel et c'était vraiment l'histoire de ces scientifiques qui se confrontent à ces questions depuis 20, 30, 40 ans. Donc, il y a ces dimensions-là. Mais Suzy a tout à fait raison. Le savoir est une forme d'émancipation vers quelque chose, peut-être une forme d'humanité qu'elle appelle à plus de sagesse, qu'on puisse être homo sapiens sapiens, réellement les humains sages tels qu'on s'est nommés. Et pour elle, ça c'est une vision qui lui donne de l'espoir. C'est cette vision de se dire... et puis j'adore Sapiens Sapiens, parce qu'il y a vraiment cette idée de réflexivité. C'est parce qu'on a la capacité de se projeter dans l'avenir qu'on peut reconsidérer le présent. Et on revient à la première question. Donc, tout à fait. Évidemment, je n'aurais pas fait un film si je pensais que le savoir était uniquement toxique. Et c'est la dimension, on va dire, un peu irrationnelle de ce film, c'est qu'on sait que le savoir peut nous amener vers autre chose, même si, par définition, on ne le connaît pas encore. On revient à l'incertitude. Il y a au moins cette ambiguïté-là, mais c'est comme l'étymologie, le poison qui est le remède à la fois, non, dans la pharmacone, puis la crise aussi nous invite à quelque chose qui est final, mais qui est aussi le point de bascule vers autre chose, la fin et le commencement. Merci pour vos réponses. J'ai envie de faire un peu de place pour des questions du public. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle est une vieille militante écoféministe. Elle est très contente d'avoir vu Suzanne Moser dans le film. Elle se posait la question, tu parlais tout à l'heure d'une professeure bouddhiste qui n'a pas figuré dans ton film finalement, mais qu'est-ce qui a motivé ton choix justement des intervenants? Est-ce qu'il y avait des considérations genrées aussi pour tes intervenants? Si tu peux répondre un peu à ce qui t'a motivé dans ton choix, les soucis que tu as eus en termes de représentativité. Voilà. Oui, ça c'est une critique principale qu'on peut faire au film. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. J'en suis désolé. C'est le processus des rencontres qui m'a amené à ça. C'est un processus très organique où une rencontre a amené à une autre rencontre. J'ai rencontré Salim Ul-Haq à travers Suzy qui me l'a recommandé. Et donc, il y a moins de femmes que d'hommes, mais, et ce n'est pas un hasard, on finit par les femmes. Pas pour qu'elles aient que le dernier mot, pas parce que le XXIe siècle sera féminin ou ne sera pas, mais parce que Suzy, en tant que personne, et pas en tant que femme ou qu'homme, portait pour moi la dimension la plus fondamentale, la plus profonde, que
vers lequel je voulais essayer d'amener le spectateur. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je me suis un petit peu, on va dire, réconcilié avec cette non-parité dans le film. Je pense que le point final et l'énergie avec laquelle on reste à la fin du film est celle de Suzy. Maintenant, évidemment, dans le travail de recherche, je dirais qu'il y avait 2 dimensions qui étaient nécessaires. C'était de trouver des gens qui avaient une crédibilité dans leur domaine de recherche, crédibilité que moi, je n'avais pas moi-même. Donc, j'avais besoin d'apporter de la crédibilité aux notions qu'on allait aborder à travers des gens qui en étaient experts. Et ensuite, j'avais besoin de personnes qui étaient prêtes à jouer ce jeu de la subjectivité, puisque dans le domaine scientifique, on est avec des personnes qui ont toute leur vie été encouragées à mettre leur subjectivité de côté et à parler de manière objective. Et donc, je leur disais, ben là, on va faire le contraire, vous allez enlever la blouse blanche et vous allez parler en tant qu'homme, en tant que femme. Et donc, tout le monde n'est pas prêt à jouer ce jeu-là. Et j'ai suivi, à titre d'exemple, un autre personnage qu'on n'a pas mis à la fin du film parce qu'il n'arrivait pas complètement à jouer ce jeu de se dévoiler. Et ce qui était très important pour faire écho au dévoilement progressif de mon propre personnage dans le film. Voilà. Mais oui, j'aurais voulu avoir Valérie Masson-Delmotte, qui est maintenant, je crois encore, directrice du GIEC. Voilà, il y a des scientifiques fantastiques, des femmes fantastiques. C'est juste l'histoire de la vie qui m'a fait que je ne les ai pas rencontrées au bon moment et qu'elles n'ont pas pu être incluses dans le film. Merci de ta réponse sincère, vulnérable. Merci de parler de ça. Est-ce que je peux vous entendre? So, Suzy, there was a question from an eco-feminist. Do you say that in English? Old activist, as she frames herself. And she was just asking what motivated the choice of people in the film and if there were gender concerns and so on. She was very happy to hear you. She very much enjoyed your talk. I want to hear you both. We just have one last question from the public that I will address in a few seconds. And before that, to take from another question, I forgot a part of it. So we talked about Buddhism just a bit and this idea of being able to find to hold still, right, in uncertainty, de trouver une forme de stabilité dans l'incertitude. Tu parlais donc, je suis désolée, son nom m'échappe à l'instant. Joanna Macy. Joanna Macy, merci, qui n'est pas dans le film finalement, mais qui a cet apprentissage bouddhiste. Et tantôt, tu disais, on peut trouver des ressources spirituelles pour apprendre à naviguer l'éco-anxiété. Puis aussi, il y a d'autres ressources. Puis dans ton film, j'ai senti ces autres ressources-là aussi à travers... Bien sûr, j'ai senti la dimension spirituelle, notamment avec les propos de Suzanne, mais au Bangladesh, il y a comme quelque chose dans la réaction pragmatique de sociétés qui sont aux premières lignes des bouleversements climatiques, puis qui ne fonctionnent pas justement comme nos sociétés du Nord globalisé. Là, tu parlais d'une société de, comment tu appelais ça, contractualiste ou à zéro risque, besoin de tout contrôler, puis qui ont les ressources aussi pour être capables, donc, de dominer la nature, de contrôler les choses. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Pourquoi avoir fait le choix justement d'aller vers le sud, puis de prendre ces apprentissages, de les porter justement à tes spectateurs qui, pour la plupart, j'imagine, vont être... des spectateurs du Nord, oui. Ça revient à ce que disait tout à l'heure Suzy, c'est-à-dire quand on parle d'effondrement, on est dans une projection d'une réalité que des gens vivent au quotidien partout dans le monde, mais qu'on n'appelle pas effondrement, on appelle ça juste le quotidien. Donc c'était juste de rappeler ça, de dire un petit peu d'humilité, on se projette dans quelque chose de... Il y a deux choses, il y a à la fois, en fait, c'est pas très grave, hein. En fait, les gens le vivent tous les jours et ils sont vivants, ils ont des relations... ils ont des amours, ils ont des déceptions, comme nous, dans un monde qui nous paraît impossible. Mais en fait, ce monde, il est tout à fait possible, puisque c'est la réalité de la plupart du monde aujourd'hui. Donc ça, c'était une première chose. C'est possible. Et donc de dédramatiser, mais aussi de dramatiser, de dire, en fait, ces gens-là, ils vivent les conséquences de nos choix de vie, à nous, et des choix de vie des 2-3 générations avant nous. Donc, je suis allé là-bas parce qu'on a besoin de décaler ce regard et c'est ça que Salim apporte, c'est fantastique. Et j'ai beaucoup douté.
j'ai beaucoup douté. Suzy m'a recommandé de le rencontrer. Je l'ai suivi et je l'ai suivi très longtemps. Je l'ai énormément filmé. C'est la personne que j'ai le plus filmé. Et au fur et à mesure que je filmais, je me disais, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas... Parce que c'était pas le sujet du film. En fait, lui, il était déjà dans l'action, de la réaction. Moi, j'essayais de parler de comment est-ce qu'on arrive à juste accepter la situation. Et lui, il était déjà l'étape d'après. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte, heureusement que je suis allé au bout de ce travail avec lui. Il est complètement fondamental dans le film pour nous ramener, nous ancrer dans le réel. Voilà. Et le réel, c'est quoi? C'est que, en fait, tant qu'on est dans la projection, on est dans l'incertitude, mais quand les choses s'imposent à nous, on fait les choses. Et l'exemple du Covid partout dans le monde est un très très bon exemple. Nous parlait de Suzy tout à l'heure, on fait les choses quand on y est contraint. Donc c'est une forme d'espoir, c'est de savoir que on a envie d'une seule chose, c'est la survie, et qu'on s'adaptera quand on y sera contraint. Donc voilà, bon, il y aurait plein de choses à dire sur Salim et sur ce que le Sud nous apporte, mais je pense que c'est très important de sortir justement de cette éco-anxiété qui est dans la projection pour revenir dans vivre l'instant présent, qui est la réalité de la plupart des humains sur Terre depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui. Merci, moi aussi j'ai envie de rebondir sur tout ce que tu viens de dire. Je vais juste commenter en disant que la question tout à l'heure nous venait de Lou Lacroix, la militante, vieille militante écoféministe, comme elle disait, qui posait la question du choix de tes intervenants. C'est elle aussi qui disait qu'elle aimait beaucoup Suzanne Moser, puis elle a beaucoup aimé la partie justement au Bangladesh, une vision de ce pays comme étant à l'avant-garde justement de ce qui s'en vient. Donc, je voulais te partager ces compliments. Suzy, I saw you nodding. I think you picked up on a few things. Some of it, yes. I didn't know the original question, so I understood some of what you said, but sorry, can you repeat just what the question was that the person had? We talked about a spiritual quest, like a spiritual quest, and answering how to deal with this through Buddhism, perhaps, and other teachings. And then there was also this very pragmatic, worldly answer that we could see in countries that don't work, like in the global north. They're the first lines of climate change. They need to adapt, and this is what we've seen in the Bangladesh chapter of the film. So I was asking Emmanuel, why was it important for him to bring the South to the global South to the forefront and to give it such a good place? So he added many things that I'm not going to translate everything. I would like to, since we're almost, we're just about to say goodbye, there's this one last question, quite simple, and I'd like to hear you both. We've talked about, on a parlé de comment l'action peut être une réponse à l'éco-anxiété. Emmanuel, tu fais référence dans ton propre film, parfois de s'organiser avec ses proches, de vivre un mode de vie qui est moins traversé par les contradictions, de chercher à tendre vers quelque chose qui fait qu'on se sent bien ou on vit avec d'autres. Ça peut aider. Il y a aussi l'action directe. On voit des militants d'Extinction Rébellion dans le film. On a Diego Gabriel qui pose la question « What do you think ?» Qu'est-ce que vous pensez d'Extinction Rébellion et des autres mouvements environnementaux? So what do you think about climate activism? Are we going to see more civil disobedience? Is this how we call it? Civil disobedience in the following years. At one point, this is going to change. Is it necessary? And so on. So maybe if you want to answer just how sometimes this kind of activism or action could be a way to deal with anxiety, and if it's necessary, and if Extinction Rébellion is necessary. I can take a start, at least sort of on that more general end, and you can speak more from the inside of that particular piece of the movement. So, you know, the climate movement has existed for several decades now, but it has taken many different forms. And for the longest time, it was, you know, if you will, mild-mannered and sort of trying to stay within, you know, coloring within the lines, just pushing a little bit on politics and really not connecting the dots, not really, you know, really being strongly mobilized and encompassing many more sections of society. And I think now it's in recent years, probably since the early
teens, we've seen a shift where we're combining numerous causes. The quest for social equity and justice is connected now with energy transformation and climate change action, and in the fight against extinction, the biodiversity loss, and so on. So we're beginning to unite because we're beginning to see that it all comes from the same root, the same problem. I think that makes it more powerful. And I think that trend will probably continue. And at the same time, life circumstances will get more severe, more difficult. Probably the trends to authoritarianism and oppression that we're seeing in many parts of the world will continue. And the more we rebel and try to change the system, the status quo, the more the system that exists will try to push back. So I think there is a significant chance at things becoming more violent and people feeling more desperate, trying to do more direct action like Extinction Rebellion and others are becoming known for. And I think it can be, could be a dangerous outlook for the movement and for the clash. And to me, one of the most important elements of the climate movement is while we need to push really hard against the system, we should not lose our humanity with each other. And we need to remind ourselves that ultimately, if we kill ourselves in the process or each other, that's not a win, right? So I understand the despair that comes up and this energy, this angry energy to fight against a system that is simply life destructive, as Joanna Macy likes to say. But I think it asks that much more of us to commit to loving activism. Ultimately, if we want to survive, we have to work with each other. And by that, I don't mean rosy, be nice to each other. I mean fierce, committed, to the change, but not to the point of killing each other. I don't know. That's my personal commitment. That's my hope that we can build our own capacity for love and connection, as opposed to for violence and more oppression and more violence. That just doesn't seem the end goal. Wow, this is so concrete what you're talking about. I've never myself even thought about this idea of kill, other than in fantasy and science fiction, killing each other. But hearing it from you, I could feel the future coming here and telling us what to do. And love just seems like a very important ingredient in the whole chapter, because I could definitely see it, the violence that would come. Thank you for that. That reality check. Merci. Donc, Suzanne Moser, c'est un peu difficile à cette heure-ci de tout traduire, mais elle nous expliquait comment dans l'histoire du mouvement écologiste, de l'activisme, du militantisme écologiste, il y a eu au début quelque chose comme de ponctuel, de local, rien de concerté, rien de très fort. On n'était pas encore dans la grande désobéissance civile, mais elle a le sentiment que plus que les gens vont se sentir un certain désespoir devant ce système qui détruit la vie. Elle cite Joanna Macy, Life Destructing System. Plus que les gens vont sentir cette colère monter, mais plus qu'ils risquent d'avoir justement d'actions directes, de désobéissance civile et peut-être aussi même de violence. Donc, elle dit soutenir bien sûr les initiatives, l'action directe. Il faut qu'il y ait une action qui est très forte, qui vient mettre pression sur le système en place. Par contre, elle invite à beaucoup de prudence par rapport à la violence puis à l'énergie de la haine. Il faut absolument que ce soit motivé par une énergie, je ne sais pas comment le traduire, là, c'est trop ésotérique, mais une énergie amoureuse, quelque chose un amour pour l'humanité. Il ne faut absolument pas perdre notre humanité justement dans ce combat-là. C'est en gros ce qu'elle disait. Emmanuel, oui, on a presque terminé. Emmanuel, des derniers mots sur Extinction Rébellion, l'action directe. Oui, merci. Je veux juste dézoomer un tout petit peu parce qu'il y avait une deuxième partie à ta question qui était
l'action comme une manière de se sentir mieux, je pense que Ouais. c'est très important de parler de la proposition principale du film, qui est celle de la relocalisation. Parce qu'en fait, le fil rouge du film, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un aller-retour entre, on va rencontrer des chercheurs, des chercheuses à l'extérieur, vers le global, et on revient au local. Et ce local, finalement, c'est un ancrage. Tout à l'heure, Suzy parlait d'ancrage moral, mais c'est aussi un ancrage territorial qui nous permet de retrouver un pouvoir d'agir sur des choses fondamentales qui sont comment est-ce qu'on se loge, comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on se nourrit, quels liens sociaux on décide d'établir. Voilà, donc en opposition par exemple à l'anonymat dans les villes. Donc je pense que c'est quand même ça la principale proposition, on va dire, du film. Mais à nouveau, je reviens encore une fois à Joanna Macy, qui dans son travail dit que pour soutenir la vie, il y a trois piliers, three pillars. Et il y a des actions, des holding actions, des actions d'interposition, de savoir s'interposer entre des processus destructeurs, on va dire des systèmes écosystémiques qui rendent la vie possible sur Terre. Voilà, la stabilisation du climat, un climat stable, une eau potable, etc. De savoir dire stop, de s'interposer avec son corps. Et donc là, on parle de l'activisme, on parle d'Extinction Rebellion, par exemple. Il y a des actions de proposition, de proposer des alternatives aux grands systèmes qui structurent notre société. Donc, les systèmes de mobilité, les systèmes d'approvisionnement alimentaire. Donc, en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, en tout cas en France. Le Covid vient poser plein de questions là-dessus. Et des actions, le troisième pilier, on est justement plutôt dans le non-agir, on est sur le changement de regard, on pourrait appeler aussi changement de conscience. Changement de regard est peut-être un peu plus neutre, où là, on essaie de revoir aussi, de voir avec de nouvelles lunettes notre réalité, de comprendre que les changements qu'on vit sont des processus très historiques très larges. Et ça, c'est aussi quelque chose que tous mes personnages avaient en commun dans le film, que je n'ai pas vraiment pu exprimer, c'est que cet ancrage moral aussi, il est rattaché à une réalité biologique, j'allais dire presque botanique, c'est-à-dire c'est cette capacité, cette résilience intrinsèque de la nature à revivre et à renaître de ses propres cendres constamment. Et ça, c'est une forme de transcendance. À titre d'exemple, Suzy, à nouveau, dans notre toute première rencontre, me disait « Mais tu sais, c'est pas grave si tout ça a lieu, parce que la dernière fois qu'on a eu une extinction de masse, c'était donc il y a 65 millions d'années, la fameuse extinction des dinosaures, il a fallu 11-12 millions d'années pour retrouver un incroyable fleurissement biologique. Alors, ce n'est plus les mêmes espèces. Donc, attendons 11-12 millions d'années derrière la catastrophe, le cataclysme humain, et on retrouvera encore des formes. Donc, la planète va très bien, il n'y a pas besoin de faire un geste pour la planète, elle n'a pas de problème. C'est évidemment nous qui avons un problème, c'est nos sociétés. Et je pense que cette forme de transcendance que je partage aide énormément. Parce qu'il n'est plus question de fin du monde. Il est question éventuellement de la fin d'un monde ou de la fin de la manière dont on se projetait dans le monde, nous, personnellement. Mais la réalité est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus puissante que toutes nos peurs individuelles. Donc, moi, je m'accroche à ça personnellement. C'est mon ancrage, on va dire. Mais sur la question de la violence, je suis complètement d'accord avec Suzy. La désobéissance civile va augmenter. Et la raison pour laquelle je l'ai inclus dans le film, c'est que je pense que dans Extinction Rebellion, il y avait une forme positive et constructive de désobéissance civile qui cherche à être la plus inclusive possible. Moi, ça me touche énormément quand il y a des actions et que les premières personnes qui sont devant l'action, ce sont des méditants. Ça s'appelle les méditations. On a bloqué le centre de Paris pendant plusieurs jours il y a un an, et les toutes premières personnes entre nous et les CRS, c'est les forces de l'ordre, c'était des méditants, des femmes et des hommes 40, 50, 60, 70 ans qui étaient assis face aux forces de l'ordre en méditation. Ça, c'est très, très puissant. En Angleterre, on a le groupe des femmes enceintes et des grannies, des grands-mères qui sont là, des femmes enceintes. Enfin, voilà, c'est des symboles comme ça très puissants, mais qui sont aussi un décalage par rapport à l'imaginaire du militant énervé et évidemment qui est physiquement capable. Alors que là, au contraire, on met la vulnérabilité en avant. Donc, moi, j'encourage totalement ce genre j'encourage totalement ce genre de mouvement dans sa capacité à comprendre qu'il n'y a pas de violence qui ne soit pas génératrice de violence. Et donc, il faut toujours que ça parte
je ne sais pas si j'appellerais ça de l'amour ou love, moi ça me parle moins, mais en tout cas d'un engagement radical vers la vie sous toutes ses formes. Merci. Il est 9 heures, on est vraiment arrivé à la fin. S'il n'était pas la nuit pour toi, puis on continuerait longtemps, vraiment, c'est une chance de vous avoir eu. J'ai un petit sentiment, j'ai envie, Emmanuel, je m'excuse, mais quand tu faisais ton intervention tantôt, tu as parlé de cette transcendance qui nous permet justement de dire, OK, si tout s'éteint, 12 millions d'années plus tard, il y a quelque chose d'autre qui va renaître. Au final, c'est pas si grave. Je sais que c'est une blague, puis ça se veut provoquant un peu, mais je veux juste te donner une chance d'expliquer en quoi est-ce que ça, c'est compatible avec un souci politique, solidaire, des endroits où vraiment, en fait, l'effondrement, c'est grave. J'entendais un peu je sais que tu penses pas ça exactement, fait que j'entendais dans ton commentaire comme même si l'humanité disparaît ou presque, il y a des chances que quelque chose d'autre naisse. Ce ne sera pas sans souffrance, cette disparition-là, non? Comment on fait pour être quand même solidaire des gens? Pour l'instant, tu l'as dit tantôt, ici on est dans un confort relativement inchangé. Là. Comment on fait pour être solidaire des gens pour qui ce n'est pas le cas? Je vais laisser Suzy répondre à cette question parce que je pense qu'elle y répondra très bien et je pense que je me retrouverai complètement dans sa réponse. Suzy, okay. I'm giving you the hot potato for the last word, like in the film. Stephanie was picking up on the fact that I was saying, well, even if all fails, there will be blossoming if we wait long enough. The earth is patient and there will always be resilience. And she was saying, well, this can feel kind of dismissive for the people who are today in parts of the world where they are suffering the consequences of our choices here in the north. And it will also be difficult for those in the north when they start feeling the losses. And so she was saying, how do you make the connection between this kind of broader view and the lived reality of the present for many today, and the thirst for social justice. Merci Manuel pour la traduction. For me, I've been there too, of jumping to, because of my history in studying geology, there have been many, many periods in Earth's history where life has flourished a very different kind of life than the one we have now. And, it's so easy in some ways to jump to that and to say, once we have cleaned the planet off these, stupid humans, then we can, have a good life again. I think it's too easy to do that. I no longer do that. For me, it is actually staying with the trouble. This is the title of the book by someone else, but that it is staying with the trouble that we're not preventing the suffering now and in the future for many, many people. And that, what does that ask of us? If we stay with that, if we don't just go to the cheap answer, oh, it's going to be fine in 12 million years, if we're going to, it's not going to be fine in the next 50, in the next 100, for millions and billions of people, what does that ask of us? I think that wakes me up more. And it's what engages me in, what I do in my local community, what I do in the nation, what I do internationally in my work. I don't know. So for me, it's simply it's a choice of where I look and not looking away from the suffering. So I don't know if I can say it any differently than that. This to me feels like like we've talked about so many things that felt very good, and to me this is the last, like to stand in solidarity and to make sure that we don't look away. It just makes sense for me as closing words. I don't know, Emmanuel, how you feel with that. J'ai rien à rajouter. Okay, merci. Thank you so very much from the bottom of my heart and from all the viewers, I'm sure, who will greatly benefit from this discussion. Merci tellement d'avoir participé. Merci Emmanuel d'avoir fait don d'une partie de ta nuit. Merci Suzanne. Merci to beaucoup. have participated in half a language. You both gave a lot to this. Thank you so much.
Merci à vous, le public, d'avoir participé, d'avoir posé des questions, d'écouter cette conversation qui va nourrir le bien commun, qui va nous faire du bien à tous. Merci à l'équipe, bien sûr, d'organisation de Cinévert qui a travaillé fort là, pour une édition qui n'est pas aussi valorisante, j'imagine, que celles qui ont lieu en présence. Merci quand même du travail que vous avez fait. Je vous rappelle donc que Cinévert se poursuit jusqu'au 24 avril 2021, entièrement en ligne. Vous avez jusqu'à vendredi pour voir le film d'Emmanuel, Une fois que tu sais, disponible gratuitement sur Tank. À partir de ce soir, mercredi, il y a un autre film qui s'ajoute, La Terre du Milieu, donc un long-métrage documentaire qui porte sur le choix d'une femme, Camille, de devenir paysanne dans le Creuse en France. Donc, un autre documentaire qui est disponible à partir de ce soir pour 4 jours. Il va y avoir une discussion présentée comme ce soir, mais en marge de ce film. Donc, elle aura lieu vendredi à 5h, 17h sur Facebook, en compagnie de la réalisatrice du film, Juliette Guignard. Donc, vous êtes invités à participer à cette discussion aussi pour lui poser vos questions en direct, comme ce soir. Donc, il y a plusieurs autres activités qui sont organisées. Allez voir sur le site Internet. Abonnez-vous à la page Facebook. Ça permet de suivre les activités. Et bonne soirée. Merci, 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 Emmanuel. Merci, Suzanne. Merci beaucoup. Et bonjour à tous les Montréalaises et Montréalais, parce que c'est la ville de mon cœur. J'ai passé 5 ans de grand bonheur à Montréal et vous me manquez tous beaucoup. C'est vrai, bon, mais t'es le bienvenu. Dès que l'avion est un endroit accueillant, viens-t'en. Ah non, tu prends pas l'avion. Je prends pas l'avion. Bateau. Take a kayak, comme dit Céline Dion. Viens-t'en. And it's a fantastic film. You all need to look at it. Ouais. It's a great, great movie. So. Un grand You did a great job. Et si tout ça, ça vous a inspiré, vous pouvez aller voir le travail de Suzy. Elle a des articles que j'ai trouvé très inspirants aussi pour le travail sur le film. Si vous voulez plonger plus profondément et que vous lisez l'anglais, je vous les recommande. Absolument. Donc, SuzanneMoser.com, le lien a été mis dans les commentaires. Allez-y, on continue cette quête, cette grande aventure d'éducation ensemble, de partage. Puis, merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.